Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien, cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le jury chercheur. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur trois sujets. Le premier sujet porte sur le Ghana. Le président ghanéen vient de nommer un envoyé spécial auprès de l'AES. Ça, c'est un événement incroyable, inimaginable, vraiment, à un moment. Ensuite, nous allons évoquer la victoire de l'armée burkinabé. Et enfin, nous allons évoquer vraiment la demande de réparation du dommage subi par la population algérienne lors de l'essai des armes nucléaires par l'armée française. Donc, ces trois sujets, nous allons évoquer ça brièvement. C'est le ramasser de ce que j'ai fait en Bambara. Il ne faut pas m'en vouloir, ce n'est pas facile. On a beaucoup d'activités. Faire deux vidéos en même temps, une version française et une version en Bambara n'est pas aisé, mais on doit le faire car nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec l'Afrique. Donc, le président ghanéen vient de nommer, vous savez, un envoyé spécial auprès de l'AES. Comprenez bien, il n'a pas nommé un envoyé spécial auprès du Mali, ni du Burkina, ni du Niger, mais auprès de l'AES. Cela suppose une reconnaissance directe et officielle de l'AES, surtout de la part d'un pays pilier de la CEDEAO. Cela veut dire que le président ghanéen John Dramani Mahama a cherché à comprendre les véritables problèmes, les véritables motivations de la création de la confédération AES. C'est ce que les pays de la CEDEAO ont refusé de comprendre et de chercher à connaître en nous imposant des sanctions inhumaines et injustes. Pourquoi il y a eu la création de l'AES? Pourquoi il y a eu soulèvement dans les pays de l'AES qui étaient précédemment dans la CEDEAO? Parce qu'il y avait l'insécurité, le terrorisme. La CEDEAO a été incapable d'apporter la sécurité, incapable d'aider ses frères du Mali, du Burkina, du Niger, lorsqu'ils faisaient face au terrorisme. La CEDEAO n'a même pas été capable d'acheter un petit avion, un petit drone, des véhicules blindés à ces armées-là pour leur permettre de se défendre. Elle n'a pas fait. Mieux que ça, lorsqu'il y a eu soulèvement dans ces pays-là, la CEDEAO a mis l'embargo sur eux. Donc, c'était pour les asphyxier, pour permettre aux terroristes de regagner du terrain. Donc, le président ghanéen n'est pas rentré dans ce jeu-là. Et pour cela, lors de son investiture, il a invité les trois présidents de l'AES. Certains sont partis, d'autres ont envoyé leur ministre. Cela suppose que l'île est vraiment animée par de bonne foi, à de meilleurs sentiments. En même temps, il vient de nommer un envoyé spécial auprès de l'AES. Cela veut dire que cet envoyé va gérer les relations entre le Ghana et l'AES. Ça, c'est une reconnaissance directe. D'habitude, le Ghana devrait normalement attendre la position de la CEDEAO parce que nous quittons cette CEDEAO pour rejoindre l'AES, pour former notre propre organisation. Donc, normalement, le Ghana devrait attendre la position de la CEDEAO, mais c'est ce que le Ghana n'a pas fait. Ils n'ont pas attendu la CEDEAO. Ça veut dire que le Ghana a senti un manque de respect et la manipulation au sein de l'organisation CEDEAO. Le Ghana a pris le devant. Lui, il a déjà nommé un envoyé spécial. Donc, dès maintenant, ils vont commencer à collaborer avec la Confédération. Donc, cela suppose une reconnaissance vraiment directe de la part du président ghanéen. Cela ne nous surprend pas. Nous savons que d'habitude, le Ghana... si vous regardez, vous consultez l'histoire, vous verrez que la position ghanéenne, notamment au niveau de la CEDEAO, vraiment a toujours été pour l'intégration africaine de ne pas isoler les peuples. En même temps, le Ghana n'a jamais suivi vraiment l'Afrique francophone en ce qui concerne la prise de décision au sein de l'espace CEDEAO. Mais c'est l'ancien président qui avait changé la donne, Nana Akufo-Addo. Lui, il était de mèche avec les pays francophones et avec le président français. Donc, ce monsieur, ce nouveau président est venu rétablir l'ordre avec vraiment, au sein de la CEDEAO, vraiment en amorçant automatiquement
un véritable cadre de discussion et de collaboration avec les pays de l'AES sans passer, sans chercher l'avis de la CEDEAO. Ça veut dire qu'il y a un malaise au sein de la CEDEAO. Cela veut dire dans les jours à venir, vous allez voir d'autres pays rejoindre l'AES, discuter avec l'AES de façon directe sans passer par la CEDEAO. Donc cela contribuerait facilement à l'affaiblissement, voire au déclin de la CEDEAO. Mais c'est ce qu'ils ont cherché et ils sont en train de l'obtenir. Donc, chapeau au président ghanéen. Vous savez que bientôt, le Togo est sur la voie de nous rejoindre. Le Cap-Vert est sur la voie de nous rejoindre. Le Soudan, la Libye, beaucoup d'autres pays nous démarchent pour rejoindre l'AES. Parce qu'au sein de l'AES, c'est basé sur la véritable solidarité militaire, économique et sociale. Vous savez que lorsque le Mali a été attaqué à Tezawaten, l'AES a déployé des forces pour aider l'armée malienne. Vice-versa, le Mali et le Burkina aussi avaient déployé des forces pour aider le Niger à faire face à une probable intervention de la CEDEAO. Donc, cela montre clairement qu'au sein de l'AES, les choses sont très rapides. Ce n'est pas la bureaucratie, ce n'est pas chaque jour les réunions. Mais les choses progressent de façon concrète. Et imaginez, depuis 1976, il y avait l'idée de mettre sur pied vraiment la création d'une force CEDEAO. Cela n'a jamais vu le jour. L'AES, la force, créée en espace de 3 mois, a déjà eu vraiment à mener des opérations militaires, a déjà eu sa force. C'est ce que la CEDEAO n'est pas parvenue à faire en espace de 50 ans. Vous voyez la différence? Si nous venons au mécanisme de solidarité, mais vous savez que le Niger a demandé vraiment au peuple nigérien vraiment c'est-à-dire l'autorisation de servir d'abord les pays de l'AES en pétrole, ensuite de revendre le reste du pétrole nigérien aux autres États qui les désirent. Cela montre une véritable vraiment solidarité au sein de cet espace. Parce que le Niger sait pertinemment que nous avons des problèmes d'électricité liés vraiment à l'acquisition du carburant. Il nous a mis à notre disposition beaucoup de carburant dans le cadre de l'AES. Est-ce que vous avez vu une fois un pays de la CEDEAO nous livrer du carburant pour que nous puissions faire face aux problèmes d'électricité? Non, ils ne l'ont pas fait. Donc, cela veut dire que le mécanisme de solidarité est plus rapide au sein de l'AES qu'au sein de la CEDEAO. Donc, c'est pour la raison pour laquelle les gens veulent intégrer l'AES. L'AES a eu beaucoup de succès militaire dans la lutte contre le terrorisme. Qu'aucun pays africain à la date d'aujourd'hui n'est parvenu à le faire en matière de terrorisme. Nous avons écrasé les terroristes, que ce soit à Kidal, que ce soit à Djibo, que ce soit au Niger, que ce soit dans la zone des 3 frontières. Nous avons déployé des armées là-bas. La CEDEAO n'était pas parvenue à le faire, ni le G5 Sahel. Le succès militaire qu'on a eu, le G5 n'a pas eu ça, la CEDEAO n'a pas eu ça. La force Barkhane et l'aménagement n'ont pas eu ça. Donc le mécanisme de solidarité n'est pas en panne au sein de l'AES. Bien au contraire, c'est vraiment en vigueur et c'est réel. Donc c'est ce mécanisme. Imaginez si le Congo, la RDC parvenait à avoir ce mécanisme-là. Je suis sûr qu'elle parviendra à bout de la rébellion M23. Ensuite, nous allons évoquer le succès militaire tactique de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé, vous savez, vient de faire un véritable exploit en l'espace d'une semaine. Éliminer beaucoup de centaines de terroristes. Engager plus de 15 opérations militaires. C'est l'armée burkinabé qui impose le rythme, la cadence des opérations militaires. Elle est sur la position offensive. C'est elle qui va à la recherche, à la conquête des territoires. C'est elle qui cherche les terroristes. Autrefois, ce n'était pas le cas. Hein. L'armée burkinabé était sur la défensive. Maintenant, ce n'est plus, c'est l'offensive. Récemment, le capitaine Ibrahim Traoré a fait rentrer plus de 5000 équipements militaires blindés. Le Burkina se prépare à la guerre État contre État et à la guerre contre le terrorisme. Donc l'armée burkinabé a engagé vraiment la semaine passée des opérations aéroterrestres d'une rare intensité. Elle a engagé des opérations terrestres
des opérations commando. L'ennemi a été anéanti. Beaucoup de terroristes veulent déposer les armes face à la puissance de feu de l'armée burkinabé. Car le capitaine Ibé, une fois au pouvoir, n'a fait que vraiment collecter de l'argent pour acheter des armes, des équipements. Il a mis à contribution le peuple burkinabé qui a accepté car il croit en leur leader. Lorsque le leader travaille, il fait l'aspiration du peuple. Pourquoi pas le peuple ne va pas donner son argent pour ce leader-là? C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Actuellement, les terroristes sont en train de fuir le Burkina. Donc, nous remercions l'armée burkinabé. Nous allons en venir au troisième sujet. Il s'agit d'une réparation causée depuis dans les années 1960 de l'armée française sur le territoire algérien. Vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'avait pas l'arme atomique. Après la Deuxième Guerre mondiale, la France a essayé de corriger ses lacunes parce qu'on lui a fait savoir pour qu'elle devienne une puissance militaire, il faut qu'elle ait l'arme nucléaire. Donc, ces scientifiques se sont réunis pour mener des recherches. Donc, pour tester le fruit des recherches, ils n'ont pas cherché les territoires français. Imaginez comment ces gens-là considèrent l'Africain. Ils sont venus faire leur premier essai nucléaire dans le désert algérien, dans la localité de In-Eker. Ils ont fait plusieurs essais durant la période de 1960 à 1966. C'est ce qui a causé d'énormes dégâts écologiques, même au sein de la population en Algérie à cette période-là. Vous savez, l'arme nucléaire, c'est une arme très très dangereuse qui comporte des effets radiobactériologiques qui peuvent rester dans l'atmosphère durant 100 ans. Lorsque l'arme nucléaire est engagée sur un territoire, ce territoire durant plus d'une décennie, voire durant un siècle, ils ne seront pas en mesure de cultiver. Même les femmes enceintes qui aspirent l'air là-bas risquent de perdre leur enfant, ou bien ils risquent de voir leur enfant déformé. Donc, l'arme nucléaire, ce n'est pas un sujet de plaisanterie. C'est l'arme fatale, l'arme utile. C'est une arme de destruction massive. Pourquoi la France n'a pas fait l'essai en France? Pourquoi elle est allée faire ce essai-là dans le désert algérien? Parce que les vies africaines n'en vaut pas pour la France. Elle s'en fiche des vies africaines. Raison pour laquelle le génocide rwandais a été perpétré sous les yeux de la France. Plus de 800 000 morts. La France n'a pas réagi. Donc, face au désastre de l'essai de l'arme nucléaire, la vie algérienne, la vie humaine algérienne n'était pas considérée pour la France. Donc, actuellement, l'Algérie a demandé une réparation adéquate face aux préjudices subis lors des essais nucléaires. La France veut refuser, mais l'Algérie vraiment maintient ses positions. Elle demande à la France une véritable réparation. On ne sait pas si Macron va accepter ou refuser. Bon, je sais que cela risque de devenir encore une véritable source de problème entre la France et l'Algérie. Vous savez bien que leur relation est actuellement très très tendue. C'est-à-dire qu'ils essayent de recoller les morceaux, mais il y a toujours les cicatrices de la période coloniale. Vous savez qu'à cette période, c'est le Mali qui a aidé l'Algérie à se libérer vraiment de la domination française. Mais l'Algérie a oublié vraiment cette partie de l'histoire. Donc, c'était le ramassé de ce que j'avais dit en français. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.